Salut les apprentis chimistes, les étudiants et les collègues. Et bah me revoilà pour la troisième vidéo sur une petite vidéo type Python parce que bah écoutez, vos retours ont été motivants puisque visiblement ce contenu vous plaît. Alors encore une fois, je le rappelle, c'est un contenu, j'ai pas envie de dire bas de gamme hein, parce que je vais essayer de vous donner un bon contenu, mais en termes de montage, bah, il n'y a pas de montage. Donc voilà, vous ne voyez pas ma tête, je ne ferai pas des jolis dessins à la main, mais je vais essayer avec mon partage d'écran d'être le plus clair possible. Donc je vous rappelle que dans les deux premières vidéos, on a vu le tracé de graphique, dans la première et dans la deuxième, les régressions linéaires, et puis après on s'était dit, ah, ça serait bien de pouvoir commencer à faire du calcul d'incertitude, et notamment de la propagation des incertitudes de mesure d'une régression linéaire sur les paramètres de la régression. Mais il y a une petite étape à faire avant, c'est-à-dire que faut que je vous montre un petit peu comment on va faire des simulations, comment on va faire des tirages aléatoires en fait, à l'aide de random, de numpy.random. Voilà, donc il n'y a rien à apprendre par cœur hein, dans l'idée. Vous voyez, si je vous ouvre, enfin, vous allez chercher NumPy random uniforme, par exemple, pour une distribution uniforme, vous allez trouver plein d'informations. Donc l'idée, c'est pas d'essayer d'apprendre des lignes de code par cœur, mais au contraire d'aller consulter la doc, et puis petit à petit, il y a des lignes de code qu'on va écrire de manière très très instinctive. Voilà, donc random.uniform, c'est une méthode. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc d'abord, je vais commencer par importer ce dont j'ai besoin. Donc je vais commencer par importer numpy as np. Et puis je vais même importer numpy.random as rd. Parce que ça, je vais en avoir besoin. Pardon, l'importation des bibliothèques, je l'avais mis un tout petit peu plus bas, ici. Ensuite, on va essayer de voir un peu comment ça marche numpy.random. Donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est que on va générer des valeurs. Donc, si vous regardez la doc, hein, je peux vous l'expliquer, on voit qu'il y a trois arguments. Il y a un premier argument, donc on va le taper. Hein, vous voyez, il faut appeler numpy.random.uniform. Donc, moi, comme j'ai nommé numpy.random comme rd, je vais simplement taper rd.uniform. Et puis, on va appeler x ces valeurs. Donc, je vais dire que c'est rd.uniform. Et donc là, je dois rentrer trois arguments. Les deux premiers arguments, c'est la valeur minimale et la valeur maximale. Et le troisième argument, ça va être le nombre de tirages que je veux faire. Donc si par exemple, je veux tirer des valeurs entre moins 1 et 1, et puis mettons, je sais pas, je veux tirer 100 valeurs, eh bien je vais le rentrer comme ça. Donc puis on va faire 10 valeurs pour aller doucement au début. Et puis on va faire un print x pour voir ce que ça donne. Donc si j'exécute le code, vous le voyez ici dans la console, on voit que j'ai bien des valeurs qui sont tirées aléatoirement entre moins 1 et 1. Voilà, donc ça c'est juste pour voir comment ça fonctionne. Et puis on peut avoir d'autres types. Après on a random, on a point uniforme, on a point normal pour avoir des lois normales, donc ça veut dire des gaussiennes. On a point triangulaire pour faire des distributions triangulaires, ce qui n'est pas inintéressant forcément en chimie, mais on va peut-être en parler un petit peu après. Alors, à quoi ça va nous servir de générer ces nombres aléatoires? Et dans un premier temps, dans cette vidéo, en tout cas, je vous propose, on va déjà essayer de retrouver un résultat relativement trivial. Regardez, si je prends ce document, donc je switch de fenêtre, je ne vous présente pas le document, etc. Bref, c'est un document officiel qu'on peut trouver en ligne, mais il est très long. Là, je me centre vraiment là-dessus. Vous voyez, si je prends une distribution rectangulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire des mesures, que la valeur moyenne, elle est donnée ici, et puis que toutes les mesures vont être situées entre A et B. Donc la distance entre M et A ou entre M et B, c'est ce qu'on appelle la demi-étendue, ou l'écart maximal toléré. Et donc là, en ordonnée, on aurait le nombre de valeurs en fonction de la valeur. Et donc une distribution rectangulaire, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez autant de chances d'avoir chacune des valeurs, la même probabilité d'avoir chacune des valeurs. On sait par un petit calcul mathématique, que pas compliqué, je pourrais vous le faire, mais c'est vraiment pas le but ici, que l'écart type pour une distribution rectangulaire, c'est b-a sur 2 racines de 3. Donc ça, normalement, ça vous parle. Enfin, j'imagine sur cette chaîne, la plupart, vous êtes fin de lycée, ou des collègues, ou début d'enseignement supérieur. Donc ce que vous reconnaissez là, b-a sur 2, en fait, b-a, c'est cette distance-là, divisé par 2, en fait, c'est la demi-étendue. Donc, l'incertitude type, en fait, c'est la demi-étendue divisée par racine de 3. Voilà, résultat très connu, et c'est pour ça qu'on dit aux étudiants, quand vous voyez par exemple sur une éprouvette, sur une burette, pardon, plus ou moins un chiffre, ce chiffre-là, c'est la demi-étendue, et donc on le divise par racine de 3 pour avoir l'incertitude. Moi, ce que je vous propose déjà dans cette vidéo, c'est de voir si par un tirage aléatoire, en faisant beaucoup de tirages aléatoires, c'est-à-dire sur ce type de distribution, on peut retrouver ce truc-là.
Donc, regardez ce qu'on va faire. On retourne au code, et puis on se dit, OK, très bien, bah, en fait, au lieu de mettre 10 valeurs, on va en mettre beaucoup plus. Donc, je vais l'appeler n, et puis le nombre de simulations, je vais le sortir. Et puis, mettons, je sais pas, on va mettre 100 000 tirages, ça me paraît pas mal, ça. Bon, le print x, on s'en fiche. En fait, on va placer ça sur un histogramme. Donc, pour faire un histogramme, là, je vais avoir besoin de... bon, bah, je vais générer une figure, déjà. Et puis, c'est pas un plt.plot comme on avait vu. Là, c'est plt.hist pour générer un histogramme, dans lequel je vais mettre les valeurs que je veux afficher. Donc, ici, ça va être x. Ensuite, alors on peut mettre bins égale. Bins, ça va être pour un peu le design, comment dire, peut-être que je vous montrerai, mais c'est pas l'important ici. Je mets bins égale rice, c'est pour qu'on puisse bien distinguer les différentes valeurs qui vont apparaître. Ça n'a pas beaucoup d'importance dans cette vidéo. Il faut que je lui dise aussi sur quel intervalle on va tracer. Donc là, on voit que moi, je fais des tirages entre -1 et 1, donc j'aurai que des valeurs entre -1 et 1. Je vais prendre une petite marge. Allez, on va tracer de -3 à 3. Et puis, je vais essayer de vous montrer assez vite ce que ça donne, en fait. Donc, on fera de la décoration après, je vous rassure. plt.show, et évidemment, il faut que j'importe matplotlib pour tracer ça. Matplotlib .pyplot as plt, et donc là, hop. Voilà, j'ai un truc comme ça, vous voyez. Donc, ça, c'est toutes les valeurs qu'il a cumulées. J'en ai tiré 100 000 au total. Donc, vous voyez, j'ai plein de... Voilà, chaque fois, environ 1000 valeurs sur toutes les valeurs possibles entre -1 et 1. Donc, ça, c'est le random.uniform qui m'a fait ça. Voilà, ça, c'est le premier truc. Donc, on va améliorer évidemment un petit peu le code parce que on peut lui mettre xlabel, finalement, c'est ce qu'on met en abscisse, c'est la valeur. Et ylabel, ici, c'est le nombre de valeurs. Et je propose, pour que vous voyez la différence, peut-être de faire d'utiliser un random. Tiens, on va faire triangular. Donc c'est un peu la même chose, mais ça va nous donner quelque chose de triangulaire. Donc là, c'est pas tout à fait pareil, parce que pour triangulaire, regardez, on va consulter la doc, c'est ici, paf. Là, on a un argument de plus parce que je vais mettre la valeur minimale, la valeur du milieu, la valeur maximale et puis le nombre de tirages. Alors, bon, c'est pas toujours très bien traduit, mais par exemple, ici, je vais faire -1, 0, 1. Je fais un truc centré sur 0 et je vais toujours tirer une valeur. Et puis, on peut par exemple faire une deuxième figure. Donc, vous voyez, je vais faire exactement, tac, je copie mon code. Je lui mets une deuxième petite figure ici où on va mettre Y. Et puis, écoutez, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça serait une distribution triangulaire. Et puis, de l'autre côté, j'ai une distribution, paf, uniforme. On peut se poser 2 secondes, parce qu'on est quand même sur une chaîne YouTube de chimie, je vous rappelle, les amis. À quoi ça correspond? Donc, encore une fois, uniforme, ça veut dire que la probabilité d'avoir une valeur ne dépend pas de la valeur. Alors que triangulaire, qu'est-ce que ça modéliserait? On est plus sur des appareils de mesure où, vous voyez, la valeur centrale, ici j'ai mis 0, mais en vrai c'est la valeur moyenne, ce serait, si on raisonne sur des incertitudes et sur des ensembles de mesures, on voit que plus on se rapproche de la valeur centrale, plus la probabilité est élevée. Donc ça correspondrait à des instruments de plus grande précision. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on dit, il y a des... Bon, alors, faudrait voir un petit peu au cas par cas, parce que je sais que ça peut être plus compliqué que ça. Mais souvent, on va considérer que les verreries de précision classiques, comme des éprouvettes, des burettes, vont avoir une distribution de ce type-là, donc rectangulaire. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour les éprouvettes, j'ai dit pardon, mais éprouvettes, burettes, on aurait une distribution plutôt rectangulaire. Pour la verrerie de haute précision, fiole jaugée, pipette doublement jaugée, etc., on prendra plus des distributions de type triangulaire. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, regardez, si je retourne au document, on a vu que donc l'écart type, en fait, alors ça, je ne sais plus si je l'ai dit au début, donc je le dis maintenant, l'incertitude type, en réalité, c'est l'écart type de la distribution. Donc l'incertitude type, ici, on a vu que c'était la demi-étendue sur racine de 3, et hop, juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la triangulaire, et là, en fait, c'est divisé par racine de 6. Donc d'où ce bon vieux facteur racine de 6. Moi, ce que je vous propose, c'est avec le petit code de voir est-ce qu'on retrouve ça. On va d'abord travailler sur la partie uniforme, donc je vais me permettre de mettre ça en commentaire.
vous voyez, de virer ce qui sert à rien. Et donc, je vais me dire, bah, d'une part, on va indiquer la valeur de... donc, si la demi-étendue, c'est 1, ce qui est le cas ici, l'incertitude, c'est 1 sur racine de 3. Donc, bah, ça, je vais lui demander de me le calculer. Donc 1 sur racine de 3, c'est l'incertitude d'après le calcul mathématique. On va voir si je retrouve la même chose en demandant l'écart type de ma distribution. Donc l'écart type, bah, alors je vais le noter UX. Je le note UX en fait, bon, j'anticipe un peu parce que ça serait l'incertitude. Et donc UX, bah, je vais dire que c'est numpy.std. Donc std en anglais c'est standard deviation, ça veut dire c'est l'écart type. Donc c'est comme ça que vous l'appelez avec numpy, l'écart type sur un ensemble de valeurs. Donc je vais dire bah, c'est l'écart type de x. Ok, et puis évidemment on va faire print UX. Et donc là qu'est-ce qu'on essaye de voir, juste pour que vous gardiez les choses en tête. Dans la ligne 17, j'ai mis, ça doit être l'incertitude qui correspond on va dire, au calcul théorique. Et ici, c'est l'incertitude issue d'une simulation Monte-Carlo. Le principe de la méthode Monte-Carlo, c'est d'utiliser des tirages aléatoires pour qu'à l'aide d'une méthode numérique, on puisse approcher une valeur. Donc j'exécute le code, et regardez ce qui nous sort ici. On a 0,577, 0,577. Donc on voit effectivement, ça c'est pour cette distribution-là, que quand je calcule l'écart type de tout tirage de valeurs aléatoires, je retrouve bien 1 sur racine de 3. Donc tout va bien. On peut évidemment s'amuser à faire la même chose pour celui-là. Et puis, bon voilà, on peut éventuellement le faire rapidement. Pouf, et puis après je vais conclure la vidéo. Donc pour y, je vais faire 1 sur racine de 6. Et je vais noter uy qui va me donner l'écart type sur y. Pam, pam. Et puis là, à nouveau, si j'exécute le code, vous voyez, on retrouve ici, on a bien la même chose. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, c'était juste pour vous montrer un petit peu ces histoires de random. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va en avoir besoin. Vous étiez nombreux à me dire « Ah, on aimerait bien propager les incertitudes sur la régression linéaire. » Et j'ai vraiment envie de faire cette vidéo, mais en fait, je me dis si déjà vous n'êtes pas trop au point avec numpy.random, on va galérer. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vraiment, parce que c'est dur de trouver le juste milieu entre aller assez loin, pas assez loin. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Bah, qu'avec une petite simulation des tirages aléatoires, on a retrouvé quelque chose de trivial ici, c'est-à-dire des résultats déjà connus. Donc je sais qu'il y a des professeurs qui aiment bien montrer ça à leurs étudiants. Moi, je trouve que c'est assez parlant. Il y en a qui pourraient aussi me dire bah, ça sert à rien, on connaît déjà ces formules et on n'a pas besoin de ton truc. Et dans ce cas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais c'est une petite marche qui va vous permettre en fait de mieux comprendre ce qu'on fera par la suite, parce que j'espère sur la régression linéaire vous emmener assez loin dans la propagation des incertitudes, dans la discussion également des procédures de validation. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas, mettez-moi des commentaires. C'est important, moi, que j'ai votre retour, parce que c'est comme ça que je vois un petit peu vers où on va. Pensez à vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce, et puis bah, écoutez, je vous souhaite un bel été. Peut-être bien que je vous ferai la vidéo pour la propagation des incertitudes sur une régression linéaire demain. Voilà, j'attends vos retours et je verrai ça. Allez, prenez soin de vous. Salut!